Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo résumant le chapitre de SES de Terminal, quelle mutation du travail et de l'emploi. Encore peut-être allez-vous me dire, alors oui je sais j'ai déjà fait une vidéo comme ça qui durait environ 20 minutes et je me suis dit que c'était trop, qu'il fallait que j'essaye de faire mieux, qu'il fallait que j'essaye de faire plus court, plus percutant, quitte à être moins complet. Donc je laisse l'autre vidéo parce que c'est toujours utile d'avoir quelque chose d'assez complet et que vous pouvez approfondir grâce à toutes les vidéos que j'ai fait sur ce chapitre. Et là, je vais essayer d'être encore plus vif. Le programme nous invite d'abord à distinguer les notions de travail, d'activité, de statut d'emploi et de chômage. Car en effet, on a souvent tendance à considérer que le travail, c'est un emploi et qui plus est, c'est un emploi salarié, que si on n'a pas d'emploi, on n'a pas de travail, donc on est inactif ou au chômage et en fait les chômeurs seraient considérés comme des inactifs. Tout ça, c'est faux et donc vérifiez bien vos définitions. Comprenez bien les distinctions entre ces différentes catégories. C'est d'autant plus important que certaines évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Vous avez des personnes qui sont en emploi, qui finalement sont quand même en recherche d'emploi, c'est toute la question du sous-emploi. Vous avez des personnes qui sont considérées comme inactives, mais qui aimeraient occuper un emploi, c'est toute la question du halo du chômage. Et on pourrait aussi mentionner la question des emplois précaires. Vous avez des personnes qui alternent de façon d'ailleurs plus ou moins durable, plus ou moins répétée et prolongée, un emploi, mais un emploi précaire, de courte durée, instable, et une période de chômage. Et de se dire emploi de courte durée, chômage, emploi de courte durée, même parfois plusieurs fois au cours de la même année, ce qui finalement rend difficile de classer clairement ces personnes, soit dans la catégorie emploi, soit dans la catégorie chômage. Le programme demande ensuite de connaître les principaux descripteurs de la qualité des emplois. Sans entrer dans le détail, il faut notamment retenir que la qualité d'un emploi ne se résume pas à la question du revenu, qu'il faut en prendre en compte d'autres dimensions. On nous parle ensuite des différents modèles d'organisation du travail, à commencer par le modèle d'organisation dit taylorien, qu'on peut aussi appeler organisation scientifique du travail ou Fordisme. Ce modèle d'organisation du travail se caractérise notamment par une division du travail horizontale. On prend l'ensemble du processus de production et on le divise en différentes tâches, en différentes activités, le plus simple et le plus élémentaire possible, qu'on va confier à des personnes différentes qui vont devoir répéter cette tâche et se spécialiser dans cette tâche afin de devenir plus efficaces et d'améliorer la productivité de l'entreprise. Ce modèle d'organisation du travail se caractérise aussi par une relation hiérarchique stricte avec des personnes chargées de prendre les décisions et d'autres personnes chargées de les exécuter sans participer à la prise de décision. Cependant, ces modèles d'organisation du travail sont remis en cause à partir des années 50, 60, voire 70, et on voit alors apparaître, émerger d'autres modèles d'organisation du travail, qu'on peut regrouper sous l'appellation modèle d'organisation post-taylorien, parmi lesquels on retrouve notamment l'automatisme, mais pas seulement. Alors que dans l'organisation dite taylorienne, vous aviez une organisation très stricte avec une forte division du travail et des salariés spécialisés dans une seule activité, là on trouve au contraire des salariés polyvalents, plus flexibles et capables de facilement passer d'une tâche à une autre, d'un poste à un autre. Ce qui permet justement de s'adapter aux variations de la demande. À côté de ça, la relation hiérarchique stricte est aussi remise en cause. On favorise au contraire un management dit participatif où on permet aux salariés d'exécution de participer à la prise de décision et notamment de donner leur avis, de faire des suggestions pour améliorer l'organisation et la productivité de l'entreprise. Ces différentes formes d'organisation du travail sont évidemment chacune associées à des effets positifs et des effets négatifs. L'organisation taylorienne du travail, qui conduit les salariés à répéter la même tâche, la même activité, fait à la fois perdre du sens au travail, puisqu'on est juste sur une activité et on ne voit pas, on n'a pas une vue d'ensemble, et elle peut aussi provoquer des problèmes de santé. Par ailleurs, elle empêche les salariés de pouvoir facilement se reconvertir car ils sont au contraire spécialisés dans une seule activité. Évidemment, ces problèmes sont surmontés par les organisations dites post-tayloriennes. Cependant, la relation hiérarchique stricte
peut avoir des effets positifs, alors qu'au contraire, les plus grandes responsabilités données aux salariés dans le cadre de l'organisation post-taylorienne du travail peut au contraire être source de stress. De plus, la plus grande flexibilité et polyvalence des travailleuses et des travailleurs peut conduire le responsable à leur donner plus de tâches, plus d'activités à réaliser de façon plus ou moins simultanée, ce qui peut aussi conduire à une plus grande charge de travail. Le numérique vient encore plus bouleverser l'organisation du travail et brouiller ses frontières. C'est notamment le cas avec le télétravail, dans le cadre duquel il peut être difficile de distinguer l'espace et le temps privé et l'espace et le temps consacré à la vie professionnelle. De plus, le numérique vient transformer les relations d'emploi et rendre encore plus incertaine la distinction entre notamment l'emploi dit salarié et l'emploi dit indépendant. En effet, le travail sur les plateformes, dans le cadre du mouvement d'ubérisation, repose sur des personnes qui sont officiellement considérées comme indépendantes, comme à leur compte, mais qui en réalité ont des conditions de travail qui sont similaires à des salariés, avec notamment peu de choix sur l'organisation de leur travail. Cependant, elles n'ont pas tous les avantages associés au salariat, notamment en termes de protection sociale. Cela peut aussi les conduire à travailler plus pour des rémunérations plus faibles, et participe donc à la polarisation des emplois. En effet, on peut avoir d'un côté des emplois pour des personnes qualifiées qui vont être de très bonne qualité, avec notamment beaucoup de flexibilité sur l'organisation du travail et notamment l'aménagement entre vie privée et vie professionnelle. Et de l'autre côté, des emplois avec de mauvaises qualités, mal rémunérés, et rien entre les deux, des emplois intermédiaires qui ont tendance à diminuer, voire à disparaître. Enfin, il faut mentionner que le travail et l'emploi participent à l'intégration sociale des individus, en offrant à la fois une protection matérielle à travers des revenus et une reconnaissance symbolique à travers le sentiment d'être utile et de participer à la vie de la société. Or, certaines évolutions de l'emploi viennent remettre en cause ce rôle dans l'intégration sociale. En effet, le maintien du taux de chômage à un niveau élevé fait que de nombreuses personnes sont exclues de façon plus ou moins durable du marché du travail et ne peuvent donc pas bénéficier de tous ces avantages positifs. De plus, l'augmentation de la précarité, le fait que les contrats à durée déterminée et de façon plus générale, les formes atypiques d'emploi soient de plus en plus fréquentes dans les embauches et sur des durées de plus en plus courtes, fait qu'il est justement difficile de s'intégrer véritablement. Et certes, on est en emploi, ce qui est toujours mieux que d'être au chômage ou d'être inactif, mais en réalité, on n'est pas réellement intégré et on ne peut pas pleinement bénéficier des avantages du travail et de l'emploi. Enfin, la polarisation des emplois accroîtra les divisions au sein de la société. Et voilà, j'ai réussi à boucler cette vidéo en à peu près moins de 10 minutes, j'imagine. Donc j'ai réussi à améliorer mon score. J'espère que ça a été clair, compréhensible et que je n'ai pas parlé trop vite. Et je vous souhaite une bonne journée.